Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, l'émission de décryptage et d'analyse sur la RTB. Ce matin, 4 invités pour 4 sujets. D'abord, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui s'exprime sur 5 grands dossiers, notamment des affaires liées à la corruption, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, délit d'apparence, favoritisme. Le lien commun entre toutes ces affaires, c'est qu'elles ont été révélées par la presse d'investigation. Comment analyser ces sujets? Nos invités en parlent dans le débat de presse ce matin. Et dans le débat de presse également, on discute de la tentative de fraude électorale à Zignaré dans l'arrondissement biométrique, le retour d'une certaine politique ou d'une certaine attitude et comportement. On en débat ce dimanche. Et ce dimanche, la visite du président du Faso à Djibo et sa rencontre avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les forces vives de la localité. Pourquoi une visite maintenant, alors qu'elle était attendue bien avant? Débat de presse en discute avec ses invités. Et si le temps nous permet, avec les invités, on abordera le Mali où le millier de Maliens à nouveau descendu vendredi dans les rues de Bamako à l'appel de sulfureux imam Mahmoud Diko. Pourquoi Mahmoud Diko inquiète tant? Réponse certainement en fin de débat ce matin. Et sont venus pour le débat Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter. Bonjour Bourema. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là. Troisième invité, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo. Et merci d'être là pour le débat. Et enfin, le grand, Yacinthe Bourousekez Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Fousseni et bonne fête de Père. Merci. Alors, on commence d'ailleurs, vous, avec le premier sujet, Yacinthe Sanou, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui s'exprime sur 5 grosses affaires. Quand même, c'est un peu une première au Burkina. Si on voit parfois que la justice joue parfois à la muette. Oui, une première, je pense que ce serait trop dire, mais effectivement, avec l'actualité, je pense que c'est vraiment un gros coup, je vous dirais, de la justice burkinabé, notamment du parquet, parce qu'il faut donc, il y a la qualité même des personnes mises en cause dans les différents dossiers qui sont assez sérieux. Donc on se surprend à rêver à travers cette sortie-là d'un renouveau de la justice burkinabé, parce que vous avez un ancien ministre de la Défense proche du président, vous avez un directeur général adjoint des douanes qui est en service, vous avez un magistrat qui est donc poursuivi, vous avez également un dossier où le maire de Ouagadougou, qui est donc cité dans un dossier, se transforme en journaliste d'investigation pour le parquet. Vous avez autant de personnes, en tout cas, qui ont une certaine fonction dans la République, qui sont impliquées dans l'un ou l'autre dossier, qui font que ça donne à rêver qu'aujourd'hui, en tout cas, on tend vers le Burkina, pays des hommes intègres, où, en tout cas, il n'y a plus d'intouchables, où il n'y a plus également certaines pratiques. Vous voyez un peu les dossiers, notamment de la commode, où on parle de favoritisme, d'enrichissement illicite dans le dossier de l'ancien directeur général de la Défense. Autant de pratiques qui avaient cours. On espère que c'est le début de la fin pour ces pratiques-là, mais il y a aussi, pour moi, lorsque vous regardez ces différents dossiers, de quoi craindre, parce que ça veut dire que le poisson n'est pas pourri qu'à la tête, il est vraiment pourri jusqu'à la queue. Vous voyez un corps comme le groupement de sécurité et de protection républicain qui en vient à faire du faux sur les ordres de mission pour 5 millions au total. On imagine si les mêmes 5 millions pour les agents, vous les mobilisez, ce que vous pouvez en faire. Donc aujourd'hui, ça veut dire que si l'on prend la lutte contre la corruption d'une manière générale, si on prend les enrichissements illicites, si on prend les mauvaises pratiques dans le domaine économique, il y a vraiment du boulot. Cette sortie, en tout cas, du procureur fait espérer qu'aujourd'hui, la justice va jouer son rôle,
Il y a déjà ce rôle-là salué des médias d'investigation qui ont révélé sur les 5 dossiers, 4 sont sortis grâce à la presse, hormis donc le cas du directeur général de douane qui est parti, adjoint de douane qui est parti donc de la SCE. Donc ça dit que cette presse-là joue déjà son rôle. Espérons que l'autre maillon de la chaîne continue et on espère avec cette sortie du procureur. Oui, Bourema, pour vous, cette sortie du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, quelque part, ça apporte la lumière sur ces dossiers, mais en même temps, Hyacinthe l'a dit, c'est inquiétant pour le niveau de la corruption au Burkina. Pour nous autres, on n'est pas surpris, on n'est pas étonnés parce qu'on l'a dit depuis des années. Les gens disaient qu'on faisait, c'était de la critique facile, c'était de la dénonciation, c'était parfois on disait que c'était de la calomnie, bien que tout le monde savait effectivement pertinemment que les faits sont têtus et qu'elles sont là dans toutes les laideurs. Mais personne ne voulait effectivement, en tout cas ceux qui devraient effectivement se saisir de l'affaire ne voulaient pas le faire pour des raisons qui leur sont propres ou pour des questions liées au contexte spécifique à l'époque. Aujourd'hui, il est heureux de voir qu'au niveau de la justice, justement, il y a un intérêt pour le travail que fait la presse. Ça, c'est une grosse satisfaction. Et nous pouvons effectivement que demander que les choses puissent continuer. Parce qu'une chose est de dire, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils fassent comme nous. Quand on lève les lièvres, on les pourchasse, mais enfin, en bout de course, les lièvres s'échappent et ils reviennent nous narguer par la suite. Parce que c'est ce qui se passe avec notre travail depuis de longues années. On dénonce avec des faits à l'appui, on établit effectivement les problèmes qui sont posés. Après, les mêmes individus qui sont censés effectivement être poursuivis par la justice se retrouvent en tout cas au devant de la scène et en train de nous narguer en disant que nous faisons du journalisme sensationnel et que c'est loin des faits. Mais aujourd'hui, comme la justice est la seule institution effectivement censée établir la véracité de tels faits et sanctionner comme il se doit les contrevenants, nous croisons les doigts, encourageons la justice, félicitons le procureur, félicitons à l'avance les juges d'instruction qui vont se saisir par la suite du dossier et félicitons les tribunaux qui seront saisis par la suite pour juger, en espérant effectivement qu'au bout de la chaîne, il y aura la vérité et rien que la vérité, et que tous ceux qui s'amusent avec les deniers publics, comme si effectivement c'était les champs privés, puissent effectivement rendre compte à un moment donné. Parce que dans ce pays, le problème c'est quoi? C'est que quand les gens s'enrichissent impunément et que vous en parlez, vous devenez un jaloux, un aigri qui est contre la richesse des autres. Or, on n'est pas contre la richesse des autres. Nous sommes dans un pays qui a des règles et nous pensons effectivement que si vous faites des affaires et que vous vous enrichissez en toute légalité, personne ne se plaindra. Mais s'il faut s'enrichir sur le dos du peuple, il faut souffrir effectivement que certaines personnes dénoncent et qu'on dise effectivement qu'il ne faut pas le faire. Donc pour terminer, pour ce qui concerne ces affaires, Hyacinthe l'a dit, ce qui est intéressant dans ces procédures-là, c'est d'abord la qualité des mis en cause. Quand vous voyez un ancien ministre, il semble que d'autres sont sur la liste et qu'il y a d'autres affaires qui concernent d'autres qu'on attend de voir effectivement, d'ailleurs qui sont en justice, comme le dossier Charbon-Fin, comme toutes les suspicions pesant aussi. Il y a le ministre de l'Infrastructure aussi qui est également suspecté dans le cas de la même affaire de Villa. Donc on attend que toutes ces affaires-là, effectivement, soient mises sur la table et qu'on puisse permettre à la justice de travailler en toute transparence et en toute indépendance pour que, effectivement, le problème, c'est pas de dire, nous-mêmes, notre souhait, c'est justement qu'on aille jusqu'au bout, pas parce qu'on veut accabler les mis en cause, mais pour qu'eux-mêmes, s'ils sont au-dessus de tout ça, que leur dignité et leur honneur soient établis. Mais je ne sais pas pourquoi eux ne veulent pas arriver à ce niveau-là, sauf à moins qu'ils ne... Peut-être qu'il y a des intentions inavouées, peut-être inavouables. Albert, votre avis sur cette sortie du procureur du Faso, sur des affaires quand même emblématiques, on parle de milliards. Oui, d'abord moi je dirais que c'est à féliciter et puis il faut reconnaître aussi qu'il y a un travail qui a été fait sous la transition parce que quand vous voyez aujourd'hui, les Burkinabés ne devraient pas être étonnés parce qu'on a parlé de l'indépendance de la justice depuis plusieurs années et la transition a sémé aussi une bonne graine qui aujourd'hui est en train de pousser parce que quand vous voyez Jean-Claude Bouda, c'est le délit d'apparence. C'est quand même sous la transition que ça a été adopté cette loi-là et aujourd'hui on voit que c'est en train de s'appliquer.
Et quand on va encore plus loin, vous avez vu également le code pénal révisé, et ce code pénal aussi est en train de faire ses effets aujourd'hui. Vous avez parlé de fraude électorale, peut-être on aura l'occasion d'aborder la question sur ce nouveau code pénal-là. Mais au-delà aussi, il faut dire qu'il y a un homme qu'on a mis à la place qu'il faut. Parce qu'on pouvait avoir tout cet arsenal juridique et puis ne pas forcément obtenir les résultats qu'on a aujourd'hui. Et c'est pourquoi moi j'ai dit d'ailleurs que le procureur Haruna Yoda aujourd'hui c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand on regarde la communication devant la presse, on a senti une communication qui a été suffisamment préparée avec ses collaborateurs. Il ne digresse pas, il reste campé sur les sujets qu'il avait à l'ordre du jour. Quand bien même qu'il y avait des sujets qui intéressaient les médias, l'opinion voulait savoir, il restait campé sur sa position. Et on a senti véritablement quelqu'un qui veut travailler en tandem avec la presse parce que c'est quand même mention spéciale qu'il a fait à la presse d'investigation au regard de les conditions dans lesquelles cette presse travaille. Et puis, il a bien précisé qu'aucune dénonciation ne sera ignorée. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'un tandem entre la justice et la presse, c'est un tandem qui est gagnant. Maintenant, on peut se poser la question aussi de savoir, le cas d'Arcis Yamero, c'est quand même historique parce que, il faut l'avouer, c'est quand même historique parce que un juge en fonction, et puis c'est un juge quand même qui est expérimenté parce que je sais qu'il a été à la tête d'un tribunal à Bogandé et puis aujourd'hui substitut du procureur général à Ouagadougou qui se retrouve dans des situations comme ça. Et quand on écoutait l'audio, vous ne revenez pas quoi du tout. Donc je me dis qu'il y a un courage qui est là du côté de la justice à faire un travail d'indépendance. Espérons que dans les autres tribunaux aussi, à l'intérieur du pays, on va sentir les lignes bouger parce qu'il n'y a pas que Ouagadougou seulement. À Bobo ou à Koudougou, à Ouaïga, peut-être il y a l'orphelin, il y a la veuve aussi qui pleure parce que son dossier est depuis longtemps dans les tiroirs. Oui, Paul Mikirwamba, il faut du courage pour aller plus loin et pour être efficace certainement sur ces sujets, sur ces dossiers, afin que justice soit faite tout simplement. Oui, je pense que c'est un très bon début et on espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que c'est vraiment une vraie lancée que la justice burkinabé a prise parce qu'on était beaucoup demandeurs de ce genre d'action. Et on avait justement, malheureusement, cette justice qui était un peu vue comme celle qui encourageait, si vous voulez, l'impunité. Et je me souviens bien évidemment de toutes les affaires emblématiques qui avaient été soulevées après l'insurrection, les dossiers des anciens maires, les dossiers de certains anciens ministres qui avaient éclaté au grand jour et après. Ce sont des dossiers qui pratiquement ont disparu dans les méandres de la justice parce qu'il n'y a pas eu véritablement de justice. On a assisté malheureusement à des spectacles d'arrestation, quelquefois spectaculaires, avec des mandats de dépôt à la MACO. Ensuite, c'est des libertés provisoires et sans suite réelle. Donc aujourd'hui, je pense que ce que nous sommes en train de vivre avec la justice actuelle, ça vient trancher avec les habitudes que l'on avait connues. Donc moi, je suis satisfait, mais je pense que l'on ne devait pas donc dormir sur les lauriers parce que le reste du boulot reste à battre évidemment. Et parce que le tout n'est pas de lever les dossiers, de faire donc du sensationnel et après on ne parle plus. J'espère bien que l'élan qu'a pris le parquet à Ouagadougou va se poursuivre avec les investigations jusqu'au procès. Parce que le plus important dans ces affaires, c'est le jugement, comme Brema l'a dit, pour permettre aux prévenus de se défendre, permettre également à l'opinion de savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que nous sommes là qu'à l'étape de détention préventive, il n'y a pas encore eu de procès. Alors, pour revenir un peu sur la forme de cette communication du procureur Haruna Yoda, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on nous avait habitués à un moment donné en nous disant qu'il y a le secret de l'instruction, on ne peut pas communiquer sur les deux dossiers en cours d'instruction. Ouais, c'était une phrase justement pour renvoyer tout le monde. La justice suit son cours normal, on n'a qu'à attendre. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Mais ce qui a été donné de voir avec cette sortie médiatique, d'ailleurs il y en a eu d'autres avant, celle de jeudi. Moi, ça me galvanise un peu et je pense que si c'est légal, je suppose que c'est légal, c'est quand même parce que c'est le procureur qui a animé la conférence de presse, c'est un homme de droit. Alors, il aurait fallu effectivement qu'on continue dans cette lancée, de communiquer sur les dossiers parce que beaucoup de gens se posent les questions. Vous avez vu un peu dans l'opinion, lorsque Jean-Claude Bouda avait été arrêté, c'est vrai que des gens ont applaudi l'action de la justice, mais d'autres également, c'était toujours dit que c'est une action d'éclat, après ça va être une liberté provisoire et on n'entendra plus parler de ce dossier. Donc s'il y a une communication de cette nature, ça permet aux gens d'être situés, ça permet aux gens également d'être rassurés quant à la suite des procédures. Maintenant, quand on regarde l'ensemble de ces dossiers, beaucoup de gens l'ont dit avant moi, il y a deux choses à souligner essentiellement. La première, c'est la collaboration avec les journaux d'investigation qu'il convient de féliciter, d'encourager et même de soutenir parce que c'est un travail extraordinaire qui a été abattu et par des journaux, quelquefois le relais est pris par d'autres journaux. Donc on a vu tout cela et le procureur n'avait d'autre choix que de se saisir de ça. Et c'est également à l'honneur de la justice burkinabé parce que
à un moment donné, on assistait à un scénario où, et quand les journaux dénoncent, la justice ne s'auto-saisit pas, on dit bon, c'est de la calomnie, etc. Mais on a vu le procureur qui a dit désormais c'est un tandem avec les journalistes. J'espère que ça va même aller jusqu'à se formaliser jusqu'à un certain niveau pour que l'on puisse travailler à lutter concrètement contre la corruption. Alors la deuxième chose, c'est vraiment l'ampleur des dossiers que nous avons. Nous avons malheureusement un pays qui n'a rien appris de l'insurrection. Il n'y a pas eu une véritable rupture dans les affaires de corruption. En témoignent tous les dossiers emblématiques qui ont fait l'objet de la conférence de presse du procureur de jeudi dernier. On peut imaginer également que ce n'est que la partie visible d'un iceberg impressionnant. Qu'est-ce qui prouve qu'en bas de ces dossiers, il n'y en a pas d'autres beaucoup plus emblématiques qui ne sont pas encore révélés au grand jour. Donc, il y a un boulot à faire. On se rend compte aujourd'hui qu'au Burkina, il y a des gens qui arrivent à amasser des milliards de francs CFA. À eux seuls, c'est quand même extraordinaire pour un pays qui ressort d'une insurrection. 1,3 milliard de francs CFA pour le directeur général adjoint des douanes du Burkina. Je pense que c'est un montant qui dépasse largement les budgets de certaines communes au Burkina. Donc, ça veut dire qu'un individu est quelquefois plus riche que des communes. Donc, c'est quand même extraordinaire de voir tout cela. Quand on regarde également cette histoire du magistrat lui-même qui a été arrêté, je crois que c'est également très bien fait pour lui. C'est très bien fait pour la lumière dans cette affaire parce que beaucoup de gens avaient donc commencé à douter d'ailleurs de la justice. Et je crois que c'était... Et dans certains milieux, on parle même d'intouchables. Oui, il y avait effectivement ces intouchables. Ouais. Oui. Effectivement, je pense que ce temps est en train d'être révolu. Maintenant, c'est un bon élan que l'on a pris, je le disais au début, mais il faut maintenir la pression pour qu'on aille jusqu'au bout. On attend de voir des jugements, on attend de voir également d'autres dossiers de cette nature révélés au grand jour et les prévenus, les mis en cause seront punis parce que nous rêvons tous d'un Burkina où les corrompus et les corrupteurs sont inquiétés constamment et traqués comme des terroristes. Oui, Bourema. Oui, justement, je vais juste ajouter sur l'affaire concernant le magistrat mis en cause. D'abord, en écoutant l'audio, j'étais stupéfait du fait qu'un magistrat en fait, arrive même jusqu'à solliciter à un politique comme s'il négociait pour qu'on remette en cause l'indépendance acquise par le magistrat. Et, oui, et ça montre à quel point... On a semblé comprendre dans l'audio qu'il cherchait la tête de Haruna Yoda. Oui. Non, il voulait sa place plutôt. Il voulait sa place. Il voulait la place de Haruna Yoda. Mais son problème, justement, c'est qu'il demandait même à voir le président parce que l'indépendance de la justice, oui, pour un pays pauvre comme le Burkina Faso, l'indépendance de la justice, c'est comme un luxe. Et le président lui-même est en danger avec l'indépendance de la justice. Mais c'est justement pour ça, justement, qu'en démocratie, on a créé les conditions pour qu'il y ait des pouvoirs qui contrôlent le pouvoir. Le président doit se sentir en danger justement dans l'exercice de ses fonctions par d'autres institutions si effectivement il n'est pas sur le droit chemin. Et c'est là où il faut faire le gros travail. Pour aller plus loin dans cette affaire concernant les magistrats, jusque-là, on nous avait habitué effectivement au fait que les magistrats sont intouchables, y compris par nous les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en tant que journaliste dans un procès, vous vous rendez compte que ce n'est pas les faits qu'on juge, mais c'est le petit journaliste qui a osé s'attaquer à un grand juge qui pose problème. Et quand on reprend ce qui s'est passé ces dernières années au sein de la magistrature, d'abord la commission d'enquête, il est bon, comme le procureur a commencé, il est bon qu'il poursuive dans cette lancée-là. Si les faits qui sont dans les rapports de la commission d'enquête ne sont pas prescrits, alors il est grand temps que tous ceux qui ont été pointés avant Narcisse Sawadgo puissent effectivement répondre de leurs faits. Il y avait une liste de 37 magistrats. Parce qu'il y avait une liste de 37 magistrats. Il ne faudrait pas effectivement que ce soit... Il figurait également. Bon, c'est qu'on dit. Oui, même s'il figurait, il reste 36 autres. Donc il faut faire en sorte effectivement que tous ceux-là effectivement qui ont été pointés, et c'est la place publique qu'on puisse répondre. Pour ne pas donner l'impression qu'on en veut effectivement, ou du moins de façon sélective, on prend certains dossiers, on en laisse d'autres. Donc il y a nécessité effectivement qu'on réveille tous ces dossiers-là, qu'on les dépoussière un peu, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour nettoyer un peu les écuries d'audience au niveau des palais de justice, pour que effectivement nous puissions retrouver, en tout cas, commencer à avoir confiance en notre justice, commencer à avoir confiance à tous les acteurs qui y sont. Et moi j'ai la faiblesse de penser effectivement que au niveau de la magistrature, comme dans beaucoup de secteurs, il y a moins d'agents ripoux que d'agents intègres. Et il ne faudrait pas que la minorité, effectivement, qui croit effectivement que leurs fonctions, c'est juste pour se servir, puissent effectivement, comme on appelle, travailler à nuire à l'image de toute une institution.
Et il faut que la justice travaille à ce niveau-là. Moi, j'étais en train de faire, le jour où on arrêtait Narcisse, j'étais en train de faire mon édito sur cette question, en disant effectivement qu'il est temps, effectivement, que la justice, et au moment où j'étais en train de boucler les apprends, effectivement, j'ai dit, bon, c'est un bon début. Donc, il faut effectivement que ça continue, qu'on puisse nettoyer, et que au-delà de la justice, on regarde aussi tous les autres dossiers qui attendent, parce que l'opinion aujourd'hui commence à croire en la justice et il ne faudrait pas la décevoir. Oui, il ne faudrait pas, là oui. Alors je voudrais juste dire qu'au-delà de Narcisse Savadogo qui a été arrêté, c'est vrai que les autres juges cités, il n'y a rien contre eux comme l'a dit le procureur, mais il y a un élément important que je voudrais souligner, c'est ce qui concerne la personne de nommé Alassane Bagayan. Donc voyez-vous qu'il existe au Burkina des gens qui n'ont que boulot que de jouer les intermédiaires entre les juges corruptibles et les prévenus qui sont des corrupteurs potentiels pour justement prendre de l'argent. Donc je pense que c'est également l'occasion de dénoncer ce genre de pratiques parce qu'effectivement dans notre système judiciaire il peut y avoir justement ce genre de pratiques-là qu'il faut travailler à bannir. Donc le nommé Alassane Bagayan qui est aujourd'hui en détention à la Mako, c'est un individu, si on le prend et qu'on le secoue bien, peut-être qu'il va dénoncer d'autres magistrats avec lesquels il a travaillé parce que tout porte à croire que ce n'est pas son premier forfait au niveau de la magistrature burkinabé. Donc c'est un élément, je pense bien qu'il faut surveiller de près et puis voir s'il n'y a pas d'autres complicités autour de lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux bien que les choses se passent dans un procès public et nous serons contents de relayer ça en direct s'il le faut pour que les gens sachent exactement ce qui s'est passé autour de cette affaire et ça pourrait susciter certainement d'autres affaires de la même nature. Oui, Hyacinthe l'a relevé tantôt, quelqu'un a voulu jouer au journaliste d'investigation, mais en créant une affaire dans une affaire, et il ne faudrait certainement pas que la justice oublie la première affaire dans laquelle certaines personnes sont mises en cause. Je pense que la justice ne va pas le faire. Ça, c'est déjà une première étape. L'affaire est en train d'être mise en tout cas finie parce que je pense qu'on l'a dit ici, il faut souhaiter que on a toujours reproché à la justice aussi d'être lente au Burkina, qu'elle ne soit pas aussi lente dans ces différentes choses, qu'on ait rapidement en tout cas une évolution jusqu'au procès dans le cadre de l'affaire, donc concernant le magistrat Narcisse Savadogo et l'intermédiaire Alassane Bagayan. Mais il reste que dans l'affaire des ventes, des achats, l'acquisition en crédit bail de 67 véhicules, il y a toujours donc investigation à faire et à savoir s'il y a eu activité illicite ou pas. Et je pense que là, cette affaire n'est pas encore finie et le procureur l'a dit, les investigations se poursuivent. Il faut espérer donc que ces investigations ici aboutissent et qu'on ait d'ici là une autre conférence de presse du procureur pour nous situer sur le rôle donc qu'aura joué notre nouveau confrère d'investigation dans le cadre de ce dossier-là aussi. Oui. N'a pas traité voilà. Albert Nagrego, deuxième sujet de débat très rapidement, c'est la tentative de fraude électorale à Ziaré dans l'enrôlement biométrique. On l'a vu, le président de la CENI est sorti pour dénoncer cette pratique, mais quelque part, est-ce que c'est le retour de vieux démons, de comportement à proscrire? Oui, tout à fait, parce que quand on regarde un peu l'affaire, on a l'impression que c'est le retour des vieux comportements, comme vous le dites là, des habitudes, parce que selon déjà le code pénal, apparemment c'était des comportements qui n'étaient pas interdits par le passé. Donc c'est le nouveau code pénal aujourd'hui qui interdit par exemple le transport des personnes pour l'enrôlement biométrique, alors qu'avant c'était, dans l'ancien code pénal, c'était le transport des personnes pour le vote. Donc ces gens ont eu peut-être l'habitude de le faire par le passé. On transportait les gens pour aller enrôler et puis impunément, il n'y a pas de problème. Donc l'heure est sonnée encore, l'heure est arrivée, on continue de faire ces pratiques-là sans se rendre compte que les choses ont changé du point de vue juridique et qu'on devrait également changer nos comportements, nos habitudes. Aujourd'hui, on peut également dire que la justice aussi est en marche dans ce dossier parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt à Zignaré. Je crois que ça varie entre 8 et 10 et du coup, c'est quand même assez pour cette situation. Maintenant, le parti, est-ce que le parti est incriminé? C'est l'œuvre des individus? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Mais à côté de ça aussi, il y a d'autres soupçons qui sont encore dans d'autres localités. Je pense bien des gens qui sont en garde à vue. Donc, pour moi, c'est le changement qui est en train de s'opérer et normalement, ça doit nous permettre quand même d'aboutir à un fichier électoral qui est bien trié, qui est bien propre. Mais ça reste encore parce que je pense que la pratique certainement a eu lieu ailleurs.
dans d'autres milieux. Et à Zignaré, malheureusement, ça n'a pas marché pour eux et que cette fois-ci, on a mis la main sur eux. Donc, c'est véritablement de mener les enquêtes pour voir est-ce que dans d'autres localités du pays, ils n'ont pas réussi, par exemple, des esprits malins n'ont pas réussi, par exemple, à faire de telles inscriptions sur les listes électorales. Oui, Paul Miki Rwamba, le parti à l'origine de la présomption de fraude estime que on ne peut pas parler de fraude au bénéfice des informations obtenues avec les responsables du parti. Parce que le parti, il a été question d'une activité visant à convier des femmes originaires de Zignaré à une réunion du parti. Bon, je pense que ça fait sourire. Je pense qu'il faut, comme Albert l'a dit, des enquêtes plus poussées pour situer les responsabilités individuelles et collectives dans cette affaire. Parce qu'effectivement, la responsabilité d'un parti politique peut être engagée à un certain niveau, tout comme la responsabilité des individus également. Je crois que ça, c'est déjà fait avec les arrestations en cours. Dans cette affaire, il faut se poser la question de savoir à qui profitent ces crimes, si l'on peut l'appeler ainsi. Évidemment, c'est des acteurs politiques, ni plus ni moins, parce que ce sont des gens qui cherchent justement un certain électorat, qui cherchent des voix. C'est une pratique qui n'est pas nouvelle au Burkina. Albert l'a rappelé, la loi a changé, donc il va falloir sévir. Avant Zignaré, on a parlé de Pégodo où des pratiques pareilles ont été dénoncées et par la Commission électorale nationale indépendante. Donc aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de convoyer des électeurs éventuellement. Parce que selon le communiqué de la CENI, ce sont des gens qui ont été convoyés de Ouagadougou vers Zignaré et sa périphérie pour se faire enrôler. Ça veut dire simplement que ce personnel, ces électeurs... Et avec des véhicules faux rouges. Exactement, ce qui est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je pense que les enquêtes devaient permettre de situer toutes ces responsabilités-là, toutes les personnes qui ont été utilisées d'une façon ou d'une autre pour cette opération. Donc, lorsque on transporte des électeurs, ou du moins des électeurs, oui, ce sont des électeurs, disons-le ainsi, vers une localité donnée pour se faire enrôler, le président de la CENI l'a dit, d'abord, ce n'est pas permis pour les élections locales puisqu'il faut voter pour la circonscription où on est résident. Maintenant, pour la présidentielle, ça me paraît assez intéressant parce que c'est une élection quand même nationale et on a l'impression que les gens, lorsqu'on les transporte de leur localité vers un lieu de vote, ce sont des personnes qui sont déjà acquises à la cause des personnes qui les ont transportées, certainement avec des instructions assez claires. Et je crois que c'est véritablement une fraude électorale qui est en train de se préparer. Alors, heureusement qu'on a réussi à mettre la main sur ces personnes-là. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est qu'une enquête soit rapidement diligentée, que l'on fasse une fois de plus une conférence de presse pour dire voici les personnes qui ont tenté de violer le fichier électoral, qui ont tenté d'organiser des fraudes électorales. Voici les sanctions individuelles et collectives que ces personnes vont prendre. Et cela va permettre, à mon avis, en tout cas, de dissuader toutes les autres personnes qui sont peut-être encore tapis dans l'homme et qui sont prêtes à organiser de telles fraudes. Et de ce point de vue, ce faisant, on va aboutir justement à un fichier beaucoup plus assaini et avec des électeurs qui sont réellement des électeurs, pas des électeurs transportés ou en tout cas téléguidés par des acteurs politiques. Oui, Bourema, pour vous, c'est également une tentative de fraude. Non, au regard de la loi, c'est clair, c'est une tentative de fraude. On peut aller plus loin pour voir est-ce que ces gens qui ont été transportés à Zignaré ne sont pas des gens qui vont peut-être s'inscrire dans d'autres localités qui ont peut-être avec d'autres cartes d'identité. Ouais. C'est là toute la question. Parce que si ce n'est pas des gens qui sont inscrits ailleurs et qui résident à Ouagadougou, ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes, ce n'est même pas du tout intelligent d'aller s'inscrire ailleurs parce que nous sommes en train d'aller à des élections nationales. Ouais. Donc, la voix, si c'est pour élire le président, qu'ils aient voté à Ouagadougou, à Zignaré, ça n'a aucun sens, ça ne change pas le nombre de voix. Sauf qu'il y a eu du péril quelque part, parce que les femmes qui ont été appréhendées vous disent que non, on est venu les chercher pour dire que allons à un meeting à Zignaré. C'est sur place maintenant qu'on se rend compte que c'était pour venir. Oui, donc du coup, effectivement, c'est pas seulement une fraude électorale. C'est pas seulement une fraude électorale, mais il y a une duperie, il y a même une escroquerie parce qu'effectivement, on a menti à des gens, pour les faire embarquer dans des affaires frauduleuses. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut... Moi, je me pose des questions par rapport aux hommes politiques que nous avons aujourd'hui. On a comme l'impression, comme on l'a dit, que les chiens, effectivement, ne changent jamais sa manière de s'asseoir. Les hommes sont incapables de vouloir faire quelque chose d'honnête. C'est ça qui est écœurant. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait effectivement des fraudes par-ci, par-là. Parce que si vous commencez déjà par frauder pour arriver au pouvoir, si vous arrivez au pouvoir, vous ne pouvez que gouverner par la fraude.
Et quand les gens sont incapables d'avoir le minimum d'honnêteté dès le départ, il ne faut pas compter sur eux pour gérer ce pays. Et nous serons toujours tirés vers le bas par ce type de gouvernants qui veulent arriver par la courte échelle au pouvoir. Oui, Yassine Sanou, est-ce que la fraude, la malhonnêteté et toutes ces tromperies, c'est un peu chevillé au corps social politique au Burkina? Sinon, comment comprendre qu'avec une insurrection, on n'arrive pas certainement à comprendre que les temps ont changé? Mais justement, c'est chevillé. Mais avec l'insurrection, je pense que de plus en plus, on est porté à croire que plus rien ne sera comme avant. Ziaré en est la preuve. Vous avez, les autres sont revenus sur les éléments. Vous avez le parti du ministre des Transports qui transporte des femmes avec des véhicules fond rouge. Il y a véritablement une affaire dans l'affaire. Parce que, un, il y a l'utilisation des biens de l'État à des fins privées. Et deux, il y a tout ce qu'il y a derrière, que ce soit pour fraude dans l'enrôlement ou que ce soit du pays comme les uns les autres l'ont dit. Je pense que les investigations doivent se poursuivre pour qu'on puisse savoir véritablement qui a fait quoi dans cette affaire. Il faut que ça fasse tâche d'huile parce que ce sont des pratiques qui ont cours. Il est vrai que Ziaré est véritablement un point de départ parce que là, il y a deux cas. Il y a vraiment l'utilisation des biens de l'État, il y a aussi la fraude, mais ça donne lieu de poursuivre pour qu'on puisse en tout cas, parce qu'à partir de là, on peut croire que c'est un signal fort pour la suite du processus électoral parce qu'il y a plusieurs autres étapes où on a par le passé des tentatives de fraude. Et si là, on arrive à assainir un temps soit peu, je pense qu'on peut travailler à assainir les prochaines étapes du processus électoral jusqu'aux élections, parce que ces genres de pratiques ont cours jusqu'aux élections. Si vous transportez des gens pour aller s'enrôler, il va de soi que vous allez les transporter pour aller voter. Donc, je pense que c'est en cela qu'il faut saluer déjà ce fait à Ziaré, aussi le fait que la CENI se soit emparée du dossier avec le processus judiciaire. Il faut espérer que très vite on sache qui a voulu faire quoi à Ziaré. À partir de là, les autres pratiques au niveau, malheureusement, le processus d'enrôlement est en train de finir, c'est vers la fin. Il y a le plus important qui reste à faire. À Ouagadougou, vous n'avez pas besoin de transporter. À Ouagadougou, du lasso, c'est... Dans les métropoles, je me dis qu'à la métropole, vous n'avez pas besoin de transporter puisque vous avez besoin d'autres choses. Mais il y a d'autres pratiques de fraude. Voilà, je pense qui peuvent avoir lieu dans ces métropoles-là, qu'il faut travailler en tout cas à dénoncer. Je pense qu'il faut espérer que, comme on le dit, plus rien ne soit comme avant en tout cas. Albert. Oui, en fait, ce que moi je voulais ajouter, il le disait que la grande partie du pays également est déjà sillonnée, mais le plus gros lot des électeurs reste à faire. C'est Bobo Dioulasso et Ouagadougou qui commencent d'ailleurs le 23 juin. Et c'est pas pour rien que c'est à Zignaré. On sait que c'est à côté. Donc il faut très bien surveiller les communes environnantes de Ouagadougou. Il faut très bien surveiller également les localités environnantes de Bobo Dioulasso, parce que c'est là où tout va se jouer. Et je suis sûr que beaucoup d'états-majors sont en train de préparer la machine déjà, la réflexion pour voir comment on peut faire profiter ces voies-là à son parti. Donc c'est le moment de veiller beaucoup. Donc, peut-être pour rectifier Albert, c'est peut-être là où il y a le plus grand nombre de population, mais c'est pas évidemment effectivement là où il y a le plus grand nombre d'électeurs. Parce que justement les grandes villes sont reconnues, sont réputées être frondeuses du moins, qui ne votent pas, où il n'y a pas beaucoup de gens qui votent. Et quand vous prenez Ouagadougou, vous regardez, le peuple électeur de Ouagadougou n'a rien à voir avec la population originelle. Généralement, vous avez là où il y a le plus grand nombre d'inscrits sur le fichier électoral. Oui, mais par rapport à la population, en termes d'élection, vous remarquerez effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de... quand vous allez prendre Ouagadougou, Boubou, on a tellement d'arrondissements, on veut des communes, on veut la liste nationale, on veut également les députés. Justement, ce qui va se passer dans les villes, ce qui se passe dans les villes comme Ouagadougou, c'est là où on se retrouve avec les multiples inscriptions justement, où on a des électeurs, comme on l'a appelé dans les temps, des électeurs professionnels, qui partent toute la journée à voter d'un bureau de vote à un bureau de vote. Et c'est ça qu'il faut surveiller aujourd'hui pour faire en sorte effectivement que pour 2020, on ait beaucoup moins d'électeurs professionnels pour que le vote soit unique, afin qu'effectivement, ce qui va sortir des urnes, ce soit l'expression réelle, effectivement, du suffrage des populations. Oui, Paul Mikiromba, ce qui s'est passé certainement avec les militantes de Nouveau Temps pour la démocratie, certainement que c'est peut-être un tournant qui va amener les gens à surveiller. Oui, je pense que c'est un début et effectivement, il faut surveiller à partir de là parce que, voyez-vous, les élections, c'est quand même assez dangereux en Afrique. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Et les crises post-électorales naissent de là.
Parce que si on a des fraudes comme ça qui ne sont pas punies, après, des gens sont témoins de ça. D'ailleurs, les années antérieures au Burkina, on a toujours dénoncé à un moment donné ces fraudes-là. Il ne faut pas que l'on se retrouve dans une situation où le jour de vote, que l'on se retrouve effectivement à déceler des fraudes massives. Parce qu'il y a eu bourrage d'urnes, parce qu'il y a eu justement des électeurs transportés, parce qu'il y a eu des faux électeurs, etc. Et après, les résultats sont contestés. On sait combien ça nous coûte les élections en Afrique, et on sait effectivement que les élections, ce sont des rendez-vous assez électriques, hein, parce que lorsque c'est mal géré, le virage est mal négocié, on tombe sur une crise post-électorale et c'est tout le pays qui est embrasé. Il va falloir éviter ça pour le Burkina, surtout que les élections de 2020, c'est des élections à grand enjeu déjà, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan également du vote même, et même sur le plan de l'organisation pratique, parce qu'on a débattu beaucoup sur le fait que ce sont des élections. Il y en a qui estiment qu'il faut les reporter, d'autres disent qu'il faut les maintenir malgré l'insécurité. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter avec des velléités de fraude de cette nature-là. C'est pour ça d'ailleurs que moi je pense, et très sincèrement, qu'il faut punir ces personnes-là à la hauteur de leur forfait, et les punir non pas pour elles-mêmes, mais les punir justement pour l'exemple, afin que d'autres pratiques de cette nature ne se reproduisent pas autour des élections au Burkina. Oui. Justement pour la raison, c'est une élection effectivement où beaucoup de candidats pensent qu'ils peuvent gagner. Ah oui. Donc si on ne crée pas les conditions effectivement que la victoire soit effectivement honnête et propre, on peut aboutir à une crise, d'autant plus effectivement qu'il y a plusieurs camps qui pensent que c'est le moment ou jamais de gagner. Voilà. Oui. Et Paul Miki, troisième sujet de débat ce matin, la visite surprise du président du Faso à Djibo. C'est une visite qu'on attendait depuis, finalement. Alors, la visite était attendue depuis. C'est vrai que nous-mêmes, on était demandeurs de telle visite du chef de l'État dans le Sahel du Burkina qui est toujours en proie à l'insécurité. On s'était posé la question de savoir pourquoi le président de Faso ne ferait pas une sortie dans cette localité, non seulement pour galvaniser les troupes qui sont au combat contre l'insécurité, mais aussi pour rencontrer les populations qui sont en détresse, dont certaines sont en déplacement, d'autres sont coupées du reste du Burkina, du reste du pays, par manque de vivres, etc. Donc, on était vraiment demandeur de cette situation. D'ailleurs, on avait applaudi à un moment donné lorsque le ministre porte-parole du gouvernement était sorti à l'issue d'un conseil des ministres, nous annonçait que les conseils des ministres seront délocalisés. Ça fait 2 ans et quelques qu'on n'a pas vu le premier conseil des ministres délocalisé. On attend toujours, mais on a vu cette visite surprise, comme vous l'avez dit, du président de Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à Djibo. D'abord pour la forme. Je crois qu'il est parti pratiquement en catimini, sans informer qui que ce soit. Est-ce que ce n'est pas la situation également qui on peut comprendre effectivement cette stratégie parce qu'il ne faut pas faire du tapage autour d'un voyage présidentiel de cette nature à Djibo. Deuxième chose, il est parti en hélicoptère alors que Djibo est sous blocus imposé par des terroristes. Tout le monde est au courant de cela. À partir de Namisigia, il y a des centaines de camions, selon des témoignages, qui sont garés et qui attendent une occasion pour entrer dans la ville de Djibo. Les terroristes dans cette localité ne se cachent plus, ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Il aurait fallu effectivement que le chef de l'État passe pour toucher du doigt cette réalité. Mais bon, il a préféré survoler Namisigia pour atterrir à Djibo, rencontrer les troupes. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une visite qui arrive tard, on le reconnaît, mais on le dit souvent que mieux vaut tard que jamais, même si mieux vaut tôt que tard également. Mais il a réussi effectivement à rencontrer les forces de défense et de sécurité. On a entendu le discours qu'il a tenu. Le principal défi qu'il a présenté, c'est de faire en sorte que les postes avancés des FDS dans certaines localités de Djibo soient réinstallés. Parce que vous savez certainement que l'armée a plié bagage de certaines localités, Nassumbu, etc., où il y avait des postes avancés. Ils sont tous partis par la faute des terroristes. Donc il a dit, son engagement, c'est de faire en sorte justement que l'armée reparte dans ces localités. Alors, on le prend au mot et on attend les prochains jours pour voir si effectivement ces postes-là seront réoccupés parce que c'est une zone qui est complètement abandonnée. Et il a profité de l'occasion également pour rencontrer les forces vives de la province de Soum. Ça, c'est la partie la plus intéressante de la sortie parce qu'il s'agit là de parler de cohésion sociale, de parler également de lutte contre la stigmatisation ou le repli identitaire, comme lui-même aime à le dire. Mais, qu'à cela ne tienne, beaucoup de gens y ont vu une campagne, une pré-campagne électorale parce que c'est une sortie qui intervient à 5 mois des élections. C'est une sortie qui intervient quelques jours après une tournée du président de l'Assemblée nationale dans la même région. Donc on a l'impression effectivement que le chef de l'État est en train de se racheter et par rapport à Djibo, par rapport à Dori, par rapport à toute la région du Sahel qui était vue comme étant une région abandonnée. Donc on ne peut pas empêcher les gens de voir justement des visées électoralistes à travers cette sortie. Mais tout compte fait, je crois bien que au-delà de toute considération politique,
la ville de Djibo, les communes autour de Djibo, la province de Soum plus généralement a besoin effectivement de la présence de ces autorités-là pour marquer, pour justement se rappeler effectivement qu'ils appartiennent à une nation qui s'appelle le Burkina Faso, parce qu'il nous semble que quelque part là-bas, il y a d'autres drapeaux qui flottent déjà, qui n'est pas celui du Burkina. Oui, Yassine Sanou, votre avis également, est-ce que en survolant la région en hélico, on survole les problèmes ou on prend à bras le corps la situation? Alors l'image est assez saisissante. Je pense que s'il avait fait la route Namsiga-Djibo longue de 30 km et qui est, selon en tout cas les témoins, la zone la plus dangereuse, on aurait salué encore plus à sa juste valeur la visite du président. Maintenant, ça c'est des données sécuritaires qui ne sont pas de notre ressort, mais ça donne toute l'ampleur de la situation qui l'oblige donc à prendre les airs pour arriver à Djibo. Je pense que Djibo, en tout cas, avait besoin d'un signal pour se sentir encore dans le Burkina. Depuis, on a vu le blocus de Djibo de mars à mai. C'est véritablement ces dernières semaines qu'avec notamment l'action de ressortissants de Djibo à Ouagadougou, il y a eu une tentative de lever, en tout cas de blocus, où la ville a commencé à être servie encore. Mais en tout cas, il avait besoin de ce signal. Il y a eu tellement de faits avec... Aujourd'hui, le Djibo est pratiquement le dernier bastion pour moi dans le Sahel à préserver parce que le TGI est fermé. Depuis donc le décès également du maire, l'assassinat du maire de Djibo. Donc cette ville-là se sentait délaissée et pratiquement était donc sous embargo des terroristes pendant donc plusieurs semaines. Aujourd'hui, cette visite donc dans la forme, on le comprend, c'est l'idée donc de ramener cette ville-là au Burkina, si on peut le dire ainsi. Mais dans le fond, donc il y a des éléments qui sont en tout cas assez intéressants. La première des choses, c'est les rencontres avec les forces vives et les forces armées. Déjà, ce discours, en tout cas, comme l'a dit Paul Meki, des forces à l'endroit des forces vives, on connaît un peu l'actualité et donc le danger que vit le Burkina sur le plan identitaire et communautaire. Donc ce discours a lieu d'être. Il y a aussi ce discours envers les forces armées sur le besoin de reprendre le terrain. Aujourd'hui, il suffit de reprendre la carte du Burkina, on est plus sûr d'avoir les mêmes lignes de limites géographiques. Donc ce discours, en tout cas, de volonté du chef suprême des armées de reprendre le terrain, véritablement, et de réorganiser l'armée aussi. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est qu'il a abordé, même si c'est de façon civile en tout cas, la question qui revient de plus en plus, les exactions de reprocher à l'armée burkinabé, où il a donc souhaité qu'il y ait des investigations pour distinguer donc le bon gré de l'ivraie. Donc je pense que, en tout cas, dans la forme comme dans le fond, cette visite-là pose des questions, mais également donne des réponses sur le plan opérationnel, parce que on sait quelle était la motivation quelque part en termes d'image, de symboles et également d'éléments politiques. Mais en même temps, on se demande quel va être l'après. Lorsque vous regardez dès le départ, parce que vous l'avez dit, cette visite a été une visite surprise, les premières alertes sont venues, c'est qu'il y a une opération militaire. Parce que vous avez sur le terrain des avions, des drones, des soldats partout. Et ça, c'était pour la visite du président. Aujourd'hui, on se demande, maintenant que le président est revenu à Ouagadougou, si Djibo ne va pas retomber entre les mains donc, des terroristes. Donc il faut poursuivre véritablement et reprendre les différents postes pour qu'on puisse véritablement travailler à ramener quelque part cette zone-là et tout au-delà de Djibo dans le Burkina. Oui, Bourema, est-ce que c'est votre avis également qu'il faut que le président aille souvent à Djibo et dans le Sahel pour marquer vraiment la présence de la nation aux côtés de ses populations? Il faut que le président aille partout au Burkina. C'est ça on a comme au-delà de ces zones de zones sous conflit, on a comme l'impression que le président Kaboré n'est pas beaucoup allé dans le Burkina profond depuis son élection en 2015. Tout s'est pratiquement passé entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso pour la plupart du temps. Sauf peut-être le 11 décembre où il a été dans les villes où c'est organisé, où c'est tenu. Ouais. Il n'a pas, je n'ai pas souvenir de beaucoup de voyages comme ça du président en province. Peut-être
pour des cérémonies ponctuelles, des inaugurations des chantiers ou des lancements des travaux. Mais se lever comme ça à Ouagadougou, aller à la rencontre de ses concitoyens, il ne l'a pas beaucoup fait. Or, effectivement, le contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir aurait commandé effectivement qu'il travaille effectivement à se faire, à rapprocher l'État du citoyen burkinabé partout où il se trouve. Ça aurait été effectivement un avantage. Et naturellement, dans une zone en conflit comme Djibo, donc toute la région du Sahel, et je dirais même toute la région du Sahel de l'Est, c'est pas que là-bas qu'il n'est pas allé, mais il n'est pas allé à Bogandé, à Diapaga, à Pama. Oui. Donc il y a toutes ces zones-là, effectivement, où on aurait effectivement aimé voir qu'il y aille. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de rassurer les Burkinabés qui sont dans cette partie-là que l'État ne les a pas abandonnés, qu'ils sont toujours à part des Burkinabés à part entière, mais le pays a des difficultés et qu'on travaille effectivement à faire en sorte qu'on recouvre l'intégrité du territoire national. Ça n'a pas été fait, et peut-être que c'est un début, et il faut effectivement espérer que, au moins pour ce qu'il a promis, ce sera fait. Parce que ce dont Djibo a besoin aujourd'hui, moi je dirais c'est moins la visite du président que, effectivement, la tenue des promesses qui ont été faites. En fait, il aurait pu le faire à partir de Ouagadougou et les gens de Djibo se seraient sentis mieux et bien dans le Burkina Faso. Donc, le plus important, ce n'est pas d'être à Djibo. Le plus important, c'est de faire en sorte, effectivement, que les forces de défense et de sécurité reprennent place et sécurisent les populations à Djibo, que, effectivement, tous les postes avancés où l'armée a déserté jusqu'aujourd'hui puissent se retrouver et qu'enfin, on puisse prendre le dessus sur les forces du mal qui ont mis la ville de Djibo et ses environs sous blocus, de sorte à ce qu'effectivement on puisse assurer le ravitaillement continu de cette ville-là, comme toutes les autres villes de Burkina Faso. Sinon, bon, moi pour le fait que, comme pour ce que Miki dit, qu'ils soient allés en avion ou pas, moi je crois aussi qu'il ne faut pas aussi demander au président une témérité extraordinaire qui ne sert à rien du tout. Parce que aller par la route, si Namsiye devient effectivement une sorte de défiance, et même ils ont même pu le faire avec toute la mobilisation des forces de défense et de sécurité qu'il faut. Ça sera servi à quoi exactement? Parce que pour que le président puisse passer, à déblayer la route. est-ce qu'on a besoin, les moyens qu'on va mobiliser effectivement pour 30 minutes ou une heure de passage du président, est-ce que ces moyens n'auraient pas servi à faire autre chose? Moi je crois qu'il faut aussi à un moment donné, si on sorte de symboles pour aller vers du concret. Parce que là, ça serait effectivement symboliquement intéressant. Mais si le point du quotidien des populations, on mobilise tous les ESPR à tous les 30 km pendant une journée, ça sert à quoi exactement? Quand ils vont partir, les populations, ils vont être peut-être heureux d'avoir vu le président passer, mais après, qu'est-ce que ça change dans leur quotidien? Mais aucun Djibolais ne sort par les airs. Ils sortent par Namisidia, notamment pour venir. Parce que pour passer le message, le message aurait été mieux. Et c'est pour ça même je disais qu'il aurait pu régler les problèmes sans avoir à être allé à Djibo. Parce que le plus important pour les gens de Djibo, c'est les problèmes qui sont posés que la visite du chef de l'État. Oui, Albert. Non, moi je dirais plutôt que c'est une bonne chose. On dit que ça arrive tard, mais c'est une bonne chose. Et moi, la route, c'est pas le plus important. Par la route ou par les airs, c'est pas le plus important. Le plus important, que cette visite ait lieu. Sauf que quand on regarde, il pouvait faire encore mieux parce qu'il a rencontré les soldats. Et moi, je pensais qu'il pouvait faire autrement, continuer à rencontrer d'autres également, parce que la troupe en a besoin. Ensuite, il a rencontré les forces vives à Djibo pour s'entretenir avec eux sur les besoins. Et les promesses qui ont été faites, je pense que même si, quoi qu'il en soit, il va réaliser quand même quelques promesses. On l'a vu à Koudougou, il avait annoncé de faire la voirie dans la ville de Koudougou. Je pense que c'est chose faite, également à Bobo Dioulasso. Et à Djibo, on a espoir que ça va se faire. Et c'est une visite qui arrive à l'orée des élections, à 5 mois de la présidentielle. Ce n'est pas une visite également qui est sans coloration politique. Il faut l'accepter. C'est une reconquête de la zone qui est en train de se faire parce qu'on a vu le président de la CENI également, Newton Ahmed Barry, qui est parti à travers un convoi également humanitaire à Djibo, où il s'est entretenu aussi avec les mêmes populations. Cette fois-ci, c'est le président du Faso, et ce n'est pas le président du Faso seul. On sait bien qu'il y avait les deux ministres d'État, le ministre de l'administration territoriale, qui est en charge des élections également. Il y a le ministre d'État, le ministre de la Défense, Chérif Si également. Il y a aussi le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui était de la visite, le chef d'état-major général de l'armée. Donc moi, je pense que la visite était beaucoup symbolique et c'est une visite également qui peut redonner l'espoir à ceux qui pensent que c'est une zone où les élections ne peuvent pas se tenir normalement parce qu'il y a l'insécurité qui est là.
Et donc, c'est un signal, de mon avis. Et le plus important aujourd'hui, c'est comment maintenant faire de l'après-visite de Roch Kaboré une réalité, un Djibo qui va se sentir encore mieux à l'aise. Mais quand on écoute les populations de Djibo, on a l'impression qu'eux, ils ne souffrent pas le martyre, hein, parce que beaucoup vous diront que non, vous voyez le Djibo de loin, vous parlez mal de Djibo, mais en réalité, à Djibo, on est quand même à l'aise, on se sent bien à l'aise. Donc, c'est les localités environnantes qui souffrent, des villages attaqués régulièrement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette visite-là a l'occasion de redonner l'espoir à cette population, toute la zone, parce que le président l'avait fait. Il était déjà allé à Dori, il est déjà allé à Nassumbu lorsque les 12 militaires sont morts premièrement. Et c'est la ville de Djibo seulement qui manquait encore cette visite-là. Donc, oui, il y a non, il faut juste relativiser les témoignages sur la ville de Djibo. Le carburant et l'eau qui sont les premières denrées manquent clairement. Le président a même promis donc de régler ce problème. Donc je pense que effectivement ça dépend du ressenti de chacun. Mais il y a véritablement une situation assez précaire que vivent l'ensemble, la majorité des Djibolais aujourd'hui. Je ne sais pas, on est à combien de minutes, mais on va essayer d'aborder le Mali. J'ai demandé l'heure en vain. Le Mali où les milliers de Maliens à nouveau sont descendus vendredi dernier, Hyacinthe, dans les rues de Bamako pour demander à nouveau le départ de Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, et c'est sous l'instigation de Mahmoud Dicko, un sulfuré imam qui était ancien président du Haut Conseil des imams du Mali, mais avec d'autres organisations de la société civile, mais aussi des partis politiques. Et, vu de l'extérieur, on se pose la question, l'imam qui monte au Mali et qui inquiète, est-ce que c'est votre avis également? Oui, je pense qu'il inquiète plus Koulouba qu'autre localité ou qu'autre site, en tout cas. Mais pour moi, quand je regarde cette actualité, je suis assez meurtri par ce qui se passe au Mali. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu donc faire qu'on en arrive là. Il y a le reproche qui est fait de la gestion du président, mais il vient d'être réélu en 2018. Donc je pense qu'il y a lieu aujourd'hui d'avoir un dialogue national au Mali, quelle que soit la suite, parce qu'on se demande également jusqu'où vont aller ces différents mouvements de population à Bamako. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel se tient ces mobilisations de milliers de personnes chaque vendredi. Il y a le contexte sanitaire avec la situation de la pandémie de la Covid-19. Il y a également la situation sécuritaire du Mali. On connaît le Mali, la situation sécuritaire, la crise sécuritaire au Mali. Aujourd'hui, si Bamako est bloqué, véritablement, on ne peut pas empêcher les autres, les groupes d'avancer sur les différentes parties du territoire. Donc je pense qu'il y a nécessité, la CEDEAO a l'air de s'être impliquée en tout cas très vite dans cette... Tout à fait, la CEDEAO qui était mais la CEDEAO, hier. pour moi, ne travaille que sur le volet électoral, les joutes, les conflits donc, électoraux, à proposer des pistes de solutions, donc, notamment sur la reprise des élections. Le président a fait des propositions, notamment d'ouverture du dialogue, de gouvernement d'union nationale, notamment également un clin d'œil aux enseignants pour résoudre la crise de la grève des enseignants depuis 6 mois. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir si on a atteint le point de rupture, si les différents acteurs ne peuvent plus s'asseoir sur une table de dialogue, et j'espère qu'on n'en est pas là, parce que je ne pense pas, outre mesure, que certaines situations qu'on a vécues par le passé dans d'autres pays donc de la même sous-région soient à espérer aujourd'hui, vu l'actualité en tout cas au Mali. Oui, Bourema, le président Ibeka qui est dans une impasse aujourd'hui, est-ce que l'imam et ses partisans peuvent faire tomber le pouvoir à Koulouba? Ce n'est pas le président Ibeka seul qui est dans l'impasse, c'est le Mali qui est dans l'impasse. Admettons effectivement que Imam Dicko arrive avec et ses soutiens arrivent à faire tomber Ibeka. Quelle est la suite effectivement qui va être comment on appelle, quel type de quelle forme de transition il faut avoir effectivement pour sauver le Mali de la situation dans laquelle on est. Si aujourd'hui en fait, si on respecte la Constitution, si Ibeka démissionne, en fait, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait prendre les relais. Est-ce que l'Assemblée qui est aujourd'hui mise en cause, qui fait partie de ce pourquoi on a commencé la crise,
est-ce que le président de cette assemblée-là peut avoir la légitimité pour diriger une transition jusqu'à organiser des élections? Et mieux, est-ce que le Mali a la capacité d'organiser des élections dans les 90 jours qui suivront effectivement aujourd'hui une démission de Ibeka? Je crois que Yacinthe a dit quelque chose de très important. Il faut que les Maliens commencent, Ibeka tire les leçons effectivement qu'il a perdu toute la légitimité, en tout cas il a perdu la légitimité nécessaire pour lui permettre de gouverner, et fasse profil bas et négocier avec les acteurs l'organisation d'un dialogue national pour instaurer une transition qui permettrait effectivement au Mali de sortir. Je ne parle pas de lui, de se tirer d'affaire, de permettre au Mali effectivement de se relever de cette situation dans laquelle il est plongé. Parce que la question de fond, c'est comment faire en sorte que le Mali ne coule pas. Et il semble qu'à ce niveau-là, je crois savoir qu'il y a l'ancien président Moussa Traoré qui a entrepris effectivement une médiation entre l'imam et Ibeka. Mais les gens ont vu en cela l'ancien ordre et les islamistes qui se coalisent contre Ibeka. J'ai vu le discours de Moussa Traoré. Moussa Traoré. Il n'a pas dit à Ibeka de démissionner. Il a dit qu'ils n'ont qu'à s'asseoir et dialoguer. Et s'asseoir et dialoguer aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est les partisans de Imam Dicko qui sortent. Peut-être que si on arrive aussi à faire sortir les partisans de Ibeka de tout le Mali, on aura autant de monde aussi sur la place. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas de perpétuer le bras de fer, c'est de trouver une solution négociée pour faire en sorte que le Mali puisse repartir sur de bonnes bases. Et ça, c'est pas un gouvernement d'union nationale qui va sauver la situation. Il ne faut pas que Ibeka aussi se trompe de combat, parce qu'on a comme l'impression que nos politiques sont comme des grands enfants. Quand ils se bagarrent, on les appelle, venez à manger, bon, on partage et puis tout le monde se tait. C'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de reconnaître que le Mali a des problèmes aujourd'hui, le Mali a mal à ses gouvernants, les Maliens ont mal à leur citoyenneté, les Maliens ont mal à presque tout dans leur pays et demandent effectivement qu'on leur redonne l'espoir. Oui, Albert. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est que la situation du Mali aujourd'hui, c'est vraiment devenu spirale et qu'on ne sait pas comment on pourrait s'en sortir. Parce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que la mission de la CEDEAO a reconnu que la crise est née des élections législatives, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, pour la CEDEAO, il faut reprendre les élections de façon partielle dans un meilleur délai. Oui. Alors que l'Assemblée nationale est déjà installée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dissoudre l'Assemblée nationale pour répartir à zéro. La Cour constitutionnelle, il y a 4 membres qui démissionnent, plus un qui est décédé, ça fait 5. N'a plus le quorum nécessaire pour siéger. Comment on règle le problème de cette Cour constitutionnelle? Alors, le gouvernement consensuel d'union nationale que la CEDEAO demande, Ibeka l'avait déjà annoncé depuis longtemps, depuis quelques jours. Mais est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale aujourd'hui peut avoir une légitimité pour résoudre ce problème que le Mali connaît actuellement? Ça aussi, c'est un autre problème. Yacinthe a parlé de dialogue national tout à l'heure. Non, il y a eu déjà un dialogue national inclusif. Que d'ailleurs, la CEDEAO demande de mettre en œuvre les recommandations de ce dialogue-là. Donc, est-ce qu'on va aller encore créer un autre dialogue national inclusif après un autre dialogue où les recommandations sont là, sont claires, c'est bien connu? Autre chose, il y a l'absence totale de la classe politique. Soumaïla Cissé aujourd'hui entre les mains, qui était le chef de file de l'opposition, était entre les mains des groupes armés terroristes. Et quand vous regardez la mission de la CEDEAO, elle a rencontré le président malien, elle a rencontré le premier ministre, elle a rencontré les organisations de la société civile et Mahmoudi et Dicko. Mais politiquement, il n'y a véritablement pas un point aujourd'hui qui puisse faire la troisième place ou bien qui puisse jouer le rang, l'intermédiaire entre ce que l'imam Dicko est en train de faire et puis le Ibeka. Mais de plus en plus, on est en train de glisser vers ce qu'on a vu en Égypte en 2013, où on sortait chaque vendredi à la place Tariq pour manifester contre Mohamed Morsi. Et on a vu, deuxième vendredi au Mali, à Bamako, c'était encore la mobilisation forte. Ce qui s'est passé un peu en Algérie, d'ailleurs, c'était tous les vendredis. Donc, si on ne prend pas garde, on risque de garder Ibeka au pouvoir. Et chaque vendredi, on va voir des gens qui descendent dans les rues, des âmes qui crépitent parfois, et puis on se pose la question, finalement, où on va. Donc, moi, je pense que très rapidement, le problème, ce n'est pas forcément le dialogue, ce n'est pas forcément la négociation, mais c'est de voir comment, avec celui-là aujourd'hui qui est considéré comme le leader, qui a des tentacules à tous les niveaux, comment on peut s'asseoir entre les deux. Est-ce qu'on va créer un gouvernement où on le met premier ministre, où on crée des postes de vice-président, on ne sait pas trop, pour pouvoir essayer de gérer cette crise-là. Sinon, je pense que les négociations sont arrivées à leur limite. Ah oui. Oui, juste 2 minutes en fait pour terminer. Il y a Paul Miki. Alors, je voudrais dire que le Mali, malheureusement,
est en crise à tous les niveaux. Voilà un pays qui a souffert de la rébellion Touareg, un pays qui souffre des attaques terroristes, un pays qui gère le nouveau coronavirus, et les autorités pour régler toutes ces questions sont également en crise, malheureusement, avec ce que l'on est en train de voir. Donc, on a effectivement cet inconnu, entre guillemets, qui est l'imam Diko, qui mobilise, vous l'avez vu certainement que tous les vendredis, les rues de Bamako sont remplies. Alors, en termes donc de solutions, je pense effectivement, contrairement peut-être à Albert, qu'il faut penser à ce dialogue-là, un dialogue national, et puis penser pourquoi pas également à un gouvernement d'ouverture comme le président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même l'a dit, et puis faire en sorte justement que tout le monde trouve son compte. Et même que la CEDEAO propose aussi. Voilà, la CEDEAO également a proposé la prise du pouvoir par la rue, parce qu'on a vu le communiqué final, ils ont insisté là-dessus, que la prise du pouvoir ne peut se faire que par le respect des voies constitutionnelles. Exactement, et malheureusement c'est ce qui risque d'arriver si on ne prend pas les devants pour calmer, si vous voulez, les manifestants qui sortent tous les vendredis. Alors c'est un pays malheureusement qui est à la croisée des chemins. On se demande d'où viendra effectivement le Messie et pour sauver le Mali, parce que la mission de la CEDEAO, pour moi, ça n'a rien apporté de concret. Voilà, on s'arrête là pour le débat de presse de ce dimanche. Était là pour le débat Albert Nagrego de Libre Info, Paul Mikirwamba de Ouaga FM, Yacinthe Sanou de Omega FM et Bourema Ouedrago du Reporter. Merci à tous les quatre d'être venus pour le débat. Merci à vous également pour l'attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.